Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur de recevoir Yann Darwin sur cette chaîne YouTube pour une petite interview. Tu le sais, c'est une série que j'ai fait maintenant déjà quelques fois, que j'essaye de faire quand j'ai le temps et quand des gens aussi occupés qu'Yann veulent bien m'accorder un petit peu de temps. Et je te remercie Yann d'être là, évidemment, pour parler d'investissement, pour parler de ce que Yann considère comme des bons investissements, parler d'argent avec Yann, etc., etc. Bien sûr, avant de commencer, si c'est pas fait, si c'est ta première fois ici, si tu me découvres par Yann ou si tu me découvres tout court, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos, aucune de mes interviews et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Salut Yann. Salut Gabriel, merci de me recevoir. Merci à toi de m'accorder un petit moment. Merci de venir. Ça me fait très, très plaisir. On va donc parler d'argent. Tu le sais, c'est un sujet, l'argent, l'éternel sujet qui intéresse finalement beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est aussi ton sujet. Est-ce que pour commencer, pour les rares personnes qui ne te connaissent pas encore, tu es assez connu, bien sûr, surtout sur YouTube. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu voudrais bien te présenter? Ouais, tout à fait. Je m'appelle Yann Darwin, je suis pas mal connu sur Internet dans le domaine de l'immobilier. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Yann Darwin, que j'ai créée il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Je suis chef d'entreprise depuis très longtemps. Je suis dans l'immobilier depuis aussi assez longtemps. Ça va bientôt faire 10 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas. J'ai eu un parcours très autodidacte, on va dire, et très démerde. C'est-à-dire que j'ai la chance, je sais qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas, mais moi j'ai la chance de pas trop avoir peur de me lancer dans de nouveaux projets, de pas trop réfléchir avant d'y aller, etc. Donc j'ai testé plein de choses. Je me suis planté plein de fois, j'ai aussi plein de choses qui ont bien marché dans l'immobilier et dans l'entrepreneuriat au sens large. Et voilà, donc sur Internet, je donne plutôt des conseils autour de l'immobilier. J'ai des formations autour de l'immobilier, j'ai toute une équipe pour faire avancer les gens autour de l'immobilier. Mais à côté de ça, j'ai pas mal d'activités et pas mal d'entreprises. On fait du courtage en assurance, du trading, plein de choses, mais j'imagine qu'on en parlera un petit peu plus en détail après. Donc voilà, j'aime bien jouer au Monopoly. Je prends souvent cet exemple dans la vraie vie. Voilà. D'accord. C'est un Ah oui, petit toi, peu ça qui. Ouais. c'est marrant, tu as l'impression de jouer au Monopoly dans la vraie vie. Ok. Et alors peut-être que le jeu, d'ailleurs, j'y pensais parce que pour moi, c'est déjà un élément fondamental. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Tu dis, effectivement, j'ai cette chance de ne pas avoir peur de me lancer. Et c'est une qualité extraordinaire. Ça explique pour moi déjà en tant que tel ton succès, forcément. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que tu as du succès. Et le fait même de se lancer à répétition, et parfois on se plante et parfois on se plante pas, rien que ça explique ton succès. Est-ce que le fait que tu considères ça un peu comme un jeu, ça t'aide à te lancer plus facilement? Ouais, je pense qu'il y a plein de. Tu sais que je me psychanalyse vachement ces derniers temps D'accord. parce que je me dis, mais d'où ça vient tout ça finalement? Je pense qu'il y a plein de facteurs en fait. Le premier facteur, le facteur du jeu, ouais, vraiment le Monopoly. Moi, j'ai toujours adoré ça quand j'étais gamin, mais je faisais vraiment une fixette, c'est-à-dire que limite, je pouvais tuer pour le Monopoly, tu vois. Euh, D'accord. les jeux autour de l'argent, ça m'a toujours plu. Et c'est vrai que tu vois, mes idoles, c'était des mecs comme Bernard Tapie quand j'étais gamin, tu vois. C'était pas trop, c'était plutôt des hommes d'affaires, tu vois. C'était pas Ouais. trop des héros, des flics, des mecs comme ça. C'était plutôt les hommes d'affaires, moi, qui me faisaient vibrer. Après, peut-être que à une certaine période, je sais que ça a été un peu galère pour mes parents au niveau de l'argent. Je pense que ça aussi, tu sais, jouer Bien sur sûr. mon inconscient quand j'étais petit et tout. Et donc voilà, ça m'a permis, je pense en tout cas, c'est comme ça que j'analyse avec les années, de de me dire en fait tout est possible. Et puis les bouquins m'ont aussi beaucoup aidé, de lire des biographies, de lire des histoires de gens qui ont réussi, de me dire ok, tout est possible. En fait, il suffit d'avoir un peu de chance, d'oser, de rencontrer les bonnes personnes, de se faire du réseau et tout un tas de chances à mettre de son côté en fait. Et je pense que les études sont relativement secondaires. C'est Moi, clair. j'ai pas fait d'études après le bac, j'ai travaillé tout de suite et je pense que l'audace, tu vois, et ne pas avoir peur de se lancer, c'est plus important que les études, etc. Ah, ça, je suis Donc j'ai essayé de complètement cultiver d'accord ça. avec toi. D'accord. Voilà. Et puis, en plus de ça, je pense que j'ai une petite insécurité aussi par rapport à l'argent en moi-même, tu sais, ou peut-être que ça vient, je sais pas, de mon enfance, où j'ai peur de manquer, tu vois. Donc forcément, ça m'aide aussi à envoyer du lourd. Tu as envie d'accumuler, tu as envie de faire des réserves par peur du manque. Ouais, j'ai envie d'accumuler. Et puis, je sais aussi que plus tu as de patrimoine, plus tu as d'argent et plus tu peux faire de levier.
Et ça, je l'ai très bien compris et je l'enseigne aussi aux gens. Et donc, forcément, je me dis que plus j'ai un capital important, plus je peux investir, plus je peux faire du levier et plus la partie sur laquelle tu vis, parce que tu le sais, le prix du kilo de patates, le prix des tomates, ça augmente pas. Donc, une fois que tu as passé tes besoins, on va dire, primaires de te loger, de manger, etc., tu as beaucoup plus de gras quand tu fais plus d'argent pour réinvestir et faire plus de levier et ainsi de suite et enclencher le cercle vertueux. D'accord, génial. Oui, l'investissement est effectivement un cercle vertueux. Il y a beaucoup de gens sur YouTube qui te suivent, qui me suivent, qui en sont au début. Et puis effectivement, quand tu dépasses un certain stade, tu commences à être dans un cercle hyper vertueux. Alors parlons-en de ce gras, parlons-en de ce patrimoine. Est-ce que tu veux bien, alors je précise que on en a parlé un petit peu avant en off, mais tu sais évidemment que c'est vraiment les chiffres. Les gens, ils regardent, ils veulent les chiffres. Ils disent, on veut savoir combien Yann Darwin gagne d'argent. Est-ce que tu veux bien nous partager quelques chiffres de soit combien tu gagnes, soit quel est ce patrimoine aujourd'hui, juste qu'on ait une petite idée, puisqu'on va parler de comment tu investis ton argent. Et déjà, qu'est-ce que ça représente cet argent pour toi? Qu'est-ce que, voilà, en termes de chiffres. Ok, alors on en a parlé juste avant et je te disais que je faisais attention avec ça, donc je vais donner des chiffres Ouais. parce que je vais pas faire le mec qui se cache, etc. Par contre, je vais pas donner des chiffres extrêmement précis par rapport à un revenu mensuel. Pourquoi? Parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est fluctuant et quand tu es chef d'entreprise, tu le sais, il y a un mois où tu peux gagner plus, un mois où tu peux gagner moins. En fin d'année, tu vas te payer plus, tu vas te sortir des dividendes, etc. Je vais plutôt parler en patrimoine net. On va dire que comment je vais te tourner ça? Allez, on va dire que je suis entre 5 et 10 millions d'euros de patrimoine net. Voilà ce que je peux te dire. Super. Je vais pas te dire quelque chose de plus précis, ce qui est déjà bien. C'est très bien. C'est une bonne fourchette. C'est une grande fourchette. On appelle ça un râteau. Mais non, mais c'est important c'est important de mettre des chiffres parce que encore une fois, les gens sont là pour ça. La curiosité, elle est parfois mal placée, mais parfois non. On a aussi envie de se dire, tiens, ce mec-là, il réussit, combien il fait d'argent, etc. Donc ça, c'est très cool. Et alors, du coup, ça va me permettre d'enchaîner. Alors, je vais te demander comment tu investis cet argent. Ça, c'est dans 2 questions. Mais la question suivante, c'est une question que je trouve assez marrante, presque, je sais pas, philosophique. C'est OK. Donc aujourd'hui, tu as assez d'argent pour subvenir à tous tes besoins. L'argent n'est plus un problème dans ton quotidien, etc. Du coup, qu'est-ce que ça représente finalement pour toi, l'argent? Qu'est-ce que c'est l'argent pour Yann Darwin? Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on parle de patrimoine, et peu importe d'ailleurs de qui on parle, et souvent on prend des exemples, tu sais, de dire Warren Buffett, il a 15 milliards, etc., etc. Alors, il y a 2 niveaux de patrimoine. Déjà, il y a le patrimoine brut et le patrimoine net. On s'intéresse en général au patrimoine net parce que le patrimoine brut, bon, on s'en moque un peu. Hein. Si tu as 3 millions et que tu dois 2,8 millions à la banque, c'est pas très intéressant. Mais une fois qu'on est dans le patrimoine net, il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre, c'est quand on dit telle personne a 1, 2, 3, 10, 20, 100, peu importe, c'est une photo patrimoniale à l'instant T, mais cet argent est investi. Cet argent est parfois immobilisé, parfois bloqué, parfois non, en partie, etc. Il y a une allocation qui est faite. C'est pas du cash-cash. Ouais. Sur la partie de ce patrimoine investi, il y a une partie qui est débloquable très rapidement et il y a une partie qu'il va falloir vendre, qu'il va falloir liquider. Et cette partie qu'on liquide, ça se fait pas immédiatement. Et pour certains, alors je reprends mon exemple de Warren Buffett, par exemple, pour un mec qui a beaucoup de parts d'entreprise, il en a tellement que s'il liquide, il fait baisser la valeur. Absolument. Donc en réalité, la photo de son patrimoine, c'est X milliards, mais en vrai, c'est pas un patrimoine qui est liquide, qui est vendable, qui est mobilisable immédiatement. Absolument. Donc je fais souvent cette parenthèse quand on parle de gros sous entre guillemets, parce que les gens aiment bien ça, mais il faut aussi comprendre que oui, c'est pas un patrimoine pour aller t'acheter des Ferrari. Voilà, exactement. Bien sûr. Ouais. En plus, c'est ce que ça, c'est marrant parce qu'en plus ça rattrape ce qu'on disait avant. Si tu as vraiment la vision long terme et que tu as envie de faire grossir ça et que tu t'arrêtes pas en chemin, parce que le risque, et je l'ai fait plusieurs fois, c'est dès que tu commences à sortir un peu d'argent, par exemple, tu vends un immeuble, par exemple, tu vends des parts de société, tu te sors des dividendes, peu importe. Le risque, c'est d'avoir l'effet, je suis riche jeune, tu vois ce que je veux dire. Moi, je me rappelle, ma première grosse plus-value immobilière, c'était 110 000 euros. J'ai fait n'importe quoi. Parce que, parce que voilà. Et donc, forcément, tu as aussi une planification à faire à long terme de dire, voilà, je récupère 100, 200, 300 par-ci, 300 par-là. Comment je les replace et quelle allocation je fais? Voilà, donc ça c'était ma parenthèse et du coup j'en viens à oublier ta question. Non, il n'y a pas de souci. Mais c'est intéressant, je pense que parce que je te demandais qu'est-ce que ça représente pour toi l'argent. Et c'est vrai que c'est important de préciser. C'est pas comme si tu avais des millions sur un compte et que tu pouvais te faire kiffer dans des jets privés. Non, c'est de l'argent investi. Et donc ça représente déjà plusieurs choses. Mais ce que j'ai bien compris, c'est que ça représente un objectif long terme, ce qui est évidemment courant chez les bons investisseurs. Tu m'as dit aussi que ça représentait pour toi le fait de grossir ton patrimoine, de pouvoir faire plus de levier et donc d'avoir
finalement, j'imagine, des investissements toujours meilleurs. Est-ce qu'il y a d'autres représentations, comme tu disais que tu te psychanalyses beaucoup, est-ce qu'il y a d'autres représentations dans ton esprit autour de l'argent? Ouais, ça représente vraiment la liberté si tu veux, un de mes grâles en ce moment, et je pense qu'il va être vraiment un de mes grâles sur les années à venir, c'est la partie de ce patrimoine qui est mobilisé pour faire du revenu passif. Ouais. Il y a plusieurs styles de revenus, tu le sais. Le revenu actif, c'est le revenu de ton travail. Le revenu passif, c'est le revenu qui est généré par tes investissements 100% passifs. Tu as aussi l'equity qui est la valeur de tes parts de société. Mais là, je te parle vraiment en faisant un zoom sur ce revenu passif. Ouais. Pour moi, il est extrêmement important et c'est celui-là maintenant que j'essaye de travailler. J'ai de l'equity, j'ai des parts de société, j'ai des parts immobilières, j'ai de l'immobilier, j'ai tout ce que tu veux. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est le revenu extrêmement passif. Parce que c'est celui-là finalement qui te donne la vraie liberté pour moi. C'est bien, c'est génial. On va pas cracher dans la soupe d'avoir différentes sources de revenus, mais le vrai revenu 100% passif où tu fais rien, celui-là c'est le plus dur à travailler, mais c'est aussi celui qui te donne la plus grande liberté et qui te permet aussi de faire des conneries à côté. Parce que si celui-là il a un socle suffisant, si tu vois un revenu extrêmement passif où tu fais rien, tu as 100 000 euros par an net, bah c'est fini quoi. Tu peux faire un peu des conneries à côté quoi. Ouais, donc c'est celui-là que je travaille maintenant et c'est cette partie-là de l'argent qui sonne liberté pour moi. D'accord. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, alors, par ailleurs, je suis complètement d'accord avec toi. Évidemment, moi aussi, c'est ce que j'enseigne en partie sur ma chaîne YouTube. C'est d'une part l'investissement et bien sûr les revenus passifs, les revenus automatisés. Je suis d'accord, c'est une des meilleures formes de revenus. En même temps, pour un petit peu contrebalancer ce que tu dis, tu parles d'equity, tu parles d'immobilier. Ces investissements-là, l'argent qui est immobilisé dans ton equity, dans tes parts d'action et dans ton immobilier, c'est pas du revenu passif, mais ils vont te générer des revenus passifs en dividendes et en loyer, par exemple. Donc, c'est un peu lié quand même. C'est lié en effet, mais il y a plusieurs façons et c'est pas encore une fois des frontières qui sont très marquées. Il y a plein de façons de faire de l'immobilier, tu le sais. Et souvent quand on se lance et quand on est débutant, l'immobilier c'est pas du tout passif. Ouais. Parce que il faut apprendre à chercher, il faut apprendre à mettre en place, etc., etc. Et avec le temps, en effet, tu as un niveau de délégation qui augmente et c'est de plus en plus passif. Mais je te garantis que c'est quand même pas passif parce que tu as toujours une merde, tu as toujours une négociation, tu en as toujours un à faire sortir pour faire rentrer, pour revendre et tout. Donc pour moi, l'immobilier, comme je le pratique aujourd'hui, il est, on va dire, allez, je sais pas, à 70% passif, mais il n'est pas encore à 100% passif comme ce que j'imagine, tu vois. Quand je te parle, par exemple, de extrêmement passif, j'ai envie de te dire, voilà, je mets 1,5 million sur des actions, sur un permanent portfolio ou un truc diversifié en ETF et je fais rien, quoi. Rien, zéro. Et je regarde que les dividendes. Ça, pour moi, c'est 100% passif. 10 minutes de boulot par an. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Toi, tu dois connaître ça sur ta chaîne. Moi, je parle peu d'immobilier, j'en parle un peu. Toi, tu parles quasiment que d'immobilier. Et c'est vrai que beaucoup de gens disent l'immobilier, c'est du passif. Alors, l'immobilier, enfin, du revenu passif. Et l'immobilier, c'est très bien pour l'effet de levier, pour les patrimoines qu'on peut se constituer. Mais bien sûr, toujours, il faut s'en occuper. Moi, je le vois, je fais aussi un peu d'immobilier à titre perso. Et c'est vrai que du pur passif, d'accord. Donc, finalement, j'ai presque envie de dire, tu es un peu en train de t'éloigner un petit peu de l'immobilier pour vraiment faire du revenu passif 100% passif qui n'est pas de l'immobilier? Pas vraiment. Mais si tu veux, j'attaque des façons de faire de l'immobilier qui sont pas les mêmes. D'accord. C'est-à-dire que au niveau de ce que je vais faire en perso, je vais choisir d'autres sous-jacents. Donc, je vais aller plutôt vers de l'immobilier industriel, de l'immobilier de bureau, de l'immobilier professionnel, qui est beaucoup plus passif que de l'immobilier résidentiel. D'accord. Ensuite, je vais aussi me diversifier dans des sociétés qui font de l'immobilier plus gros. Ouais. On est par exemple ici, je suis actuellement à Dubaï parce que j'ai une société ici. On est actionnaire d'une entreprise ici qui fait de l'immobilier et qui lève des fonds et qui fait des très gros projets. On construit des tours, etc. Donc, c'est aussi de l'immobilier, mais c'est pas du tout la même façon de faire de l'immobilier. En fait, j'ai juste de l'equity dans une société qui, elle, fait de l'immobilier, tu vois. Mais ça reste, le sous-jacent est quand même le même, tu vois. Donc, il y a énormément de façons de faire de l'immobilier. Et même dans ces façons-là, il y a des niveaux de délégation qui sont pas les mêmes. Donc, ça n'est jamais une équation réaliste de dire l'immobilier c'est comme ça, fais ça et ça va marcher, tu vois. Et d'ailleurs, je fais très attention et sur ma chaîne, je m'emploie à vraiment pas donner une solution magique. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien dire faut suivre la méthode A, B, C, D, E, F jusqu'à Z et ça y est, c'est fini, t'es millionnaire. Alors oui, il y a des méthodes qui fonctionnent, mais elles fonctionnent pas partout, pas pour tous les profils, pas dans toutes les zones géographiques, etc., etc. Moi, je vois plus ça comme un jeu de cartes où dans un jeu de cartes, il y a 52 cartes et tu apprends une méthode, ok, elle marche, tu en apprends une autre, et c'est comme ça que tu deviens vraiment bon en ayant 52 cartes et pas juste 3 cartes en fait, d'une méthode à appliquer bêtement. Ouais, par contre, en effet, là, j'imagine que le débutant qui nous regarde, il se dit waouh, mais attends, ça va trop loin. On est sur des méthodes
plus tu grossis, entre guillemets, je dis tout le temps tu grossis quand tu grossis patrimonialement, et plus tu vas chercher à en apprendre plus au début, en mode petit débutant. Oui, tu vas le faire de base, tu vas aller faire du levier, et oui, tu vas mettre les mains dans le cambouis. Sur mais peut-être 3, 4, 5 premières années d'immobilier, 4 premières années d'immobilier, je faisais les travaux moi-même. Je Ah ouais, déléguais aussi, mais je carrément. faisais beaucoup de travaux, tu vois. J'ai fait beaucoup, beaucoup de chantiers. Ce qui me permet aussi maintenant d'être pas mal en gestion de chantier quand ils font Ouais. des conneries. Mais voilà. Parce que je pense qu'il y a un moment où il faut quand même, c'est pour ça maintenant que je cherche le passif, il faut quand même Hmm. un peu mettre les mains dans la merde et aller en mode actif si tu veux aller vite, quoi. Ok. Non, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, donc toi, tu es vraiment un fanat de l'immobilier, mais effectivement, dans l'immobilier, tu as raison, il n'y a pas de truc unique. Quand on parle en général d'immobilier, d'ailleurs sur YouTube, on pense effectivement aller faire du levier, aller faire des travaux, aller faire du meublé, etc. Alors qu'en fait, non, il y a plein de niveaux. Toi, tu as commencé au niveau de délégation zéro à faire tes propres travaux, puis tu as monté, et maintenant, effectivement, tu fais de l'equity dans des boîtes qui font de l'immobilier, qui est effectivement une façon beaucoup plus passive et tout à fait hands-off, Ouais. tu n'as rien à faire, quoi. C'est intéressant. Et puis, si tu veux, il y a aussi des niveaux d'association qu'on peut trouver. C'est-à-dire qu'on a une autre société qui fait des deals plus gros dans lesquels on s'associe avec des investisseurs. Pourquoi? Parce que quand tu commences à faire des deals à 2, 3, 4 millions d'achats ou des projets de promotion, tu peux pas me porter tout seul pour plusieurs raisons. Même si tu le peux financièrement, à la rigueur, tu te saignes et tu y arrives, c'est quand même compliqué par rapport à tes partenaires bancaires, etc. parce qu'il y a trop de risques sur une seule tête. Bien Donc, sûr. il est bien de se diluer, il est bien de lever de l'argent, de faire rentrer des investisseurs et de faire des projets structurés ensemble. Donc ça, c'est aussi une autre façon de faire de l'immobilier, tu vois, c'est de faire de la structuration de deal. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles vraiment dans l'immobilier. D'ailleurs, comme dans l'entrepreneuriat, il n'y a aucune règle Ouais, préétablie. absolument. Et c'est vrai que ce qui m'amuse en ce moment, ce qui me fait kiffer, c'est d'aller tester un petit peu de nouvelles façons de Cool. faire de l'IMO, parce que c'est vrai que sur la partie un petit peu plus à l'ancienne, papa-maman, j'ai quand même bien fait le T'as tour. fait le tour, ouais, ouais. Et notamment du passif. C'est ça. Oui, et Ok, notamment du cool. passif, mais pas que, pas que. Génial, mais pas que. Ah bah dis donc, incroyable, teasing total. Non, très cool, hyper intéressant. Alors, j'enchaîne avec, du coup, toujours sur cette idée de, donc tu as un certain patrimoine, il y en a une partie qui est déjà investie, qui est verrouillée, entre guillemets, dans des biens immobiliers notamment, etc., dans de l'equity. Juste, du coup, question assez généraliste. Dans quoi d'autres tu investis? Quels sont tes investissements? Quels sont les investissements d'Yann Darwin qui ne sont pas de l'immobilier? Alors, je pense que tu investis beaucoup de temps et peut-être d'argent dans tes propres business. Et est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu veux me parler? Alors, si on enlève l'immobilier et mes propres business, il va nous rester de la bourse, du trading. Donc, D'accord. j'ai deux styles d'investissement sur les marchés financiers. L'investissement papa-maman dont on parlait tout à l'heure en Ouais. mode portefeuille tracker ETF, tu fais rien, tu t'en sers une fois par an. Et du trading, pur et dur cette fois-ci. D'accord. Donc, C'est marrant. Pourquoi Forex. du trading? L'immobilier, puis d'un coup, tu te dis, bah, je vais aussi faire du trading. En fait, j'ai toujours été attiré par le trading un peu de la même façon, Monopoly et tout ce que tu veux, Ah, sauf d'accord, que, ouais. sauf que je suis super nul. Je suis je suis relativement mauvais parce que le trading, donc je fais juste la parenthèse pour que tout le monde comprenne bien. Là, quand je te parle de trading, je te parle d'un truc du swing, quoi, ou du day trading, c'est-à-dire un truc où tu es tous les jours devant l'écran et comme dans les films, tu vois le trader sur son ordi. Ça, c'est un truc qui m'a toujours attiré, mais je suis mauvais. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a un gros impact psychologique Ouais. là-dedans. C'est Et clair. en fait, la méthode importe peu si tu la suis, mais ce qui est dur et pour être bon sur le long terme, c'est qu'il faut juste être très discipliné. Mm. C'est clair. Euh, donc de base comme ça sur le trading, je suis mauvais. Mais il se trouve que à force de rencontres, à force d'associations et sur la boîte sur laquelle je suis maintenant et telle que c'est structuré avec mes associés, on a justement un algo de trading et on a une entreprise qui fait du trading. D'accord. Et donc j'ai raccroché sur le trading à cette occasion-là. Et maintenant, je m'y suis vraiment remis très fortement, mais je m'y suis remis en mode semi-automatisé, en mode algorithmique. Donc, c'est-à-dire que c'est pas moi qui prends les décisions qu'on appelle gros doigts, les décisions impulsives. C'est un algorithme qui est pré défini, Ouais. les actions sont préenregistrées avec un contrôle panel, un plan de trading, et en fait, on enlève le mental et c'est l'algorithme qui suit le plan de trading. Donc voilà. Mais le trading, pourquoi si tu veux fondamentalement, c'est que c'est extrêmement dynamique. Tu vois, en immobilier, tu as des rendements à 10, à 12, à 15%, tu es déjà extrêmement content.
Avec du trading, vraiment, si t'es bon, bah, c'est des rendements mensuels, ça, c'est pas des rendements annuels. Donc voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dynamique. Et ce qui est intéressant avec le trading, c'est que une fois que tu maîtrises, alors ça peut être une méthode, un outil en manuel si tu es bon en manuel, peu importe, mais une fois que tu maîtrises l'outil trading et que tu es positif, euh, il y a un effet qui est super intéressant, c'est que plus tu augmentes le capital de départ et plus tu génères Ouais, d'argent. Et c'est parce que tu es encore sûr. la même histoire du Ouais, début. c'est clair. C'est ça. Et c'est encore la même histoire du début. Et c'est 10% de 100 000, c'est moins que 10% d'un million, tu vois. C'est juste ça, c'est juste des mathématiques. Et c'est encore la même histoire qu'au début. C'est-à-dire que si mon capital, petit à petit, avec le temps, en pensant long terme, je le fais grossir, je le fais grossir. Tiens, je vois un immeuble, hop, je remets du capital. Tiens, je récupère du cash flow, je fais de l'argent, j'ai des dividendes, hop, je remets du capital. Et ben, au fur et à mesure, j'ai un outil qui travaille pour moi. Et là, en plus, en automatisation, bah, on est sur du passif. C'est ça aussi qui me plaît. J'ai un outil qui travaille pour moi, qui me génère bah, largement de quoi mettre du beurre dans les épinards, si je peux dire. Donc ça, Ouais. c'est intéressant. Ok, je suis hyper. Enfin, c'est très intéressant ce que tu dis, et à la fois, en fait, je suis assez surpris, très, très honnêtement, parce que je me dis, en fait, tu vois, je raisonne comme ça, hein, je t'écoute et je me dis, en fait, Yann, c'est un type, c'est un méga boss, un pro de ouf de l'immobilier. Avec l'immobilier, il a créé un patrimoine à plusieurs millions, c'est quand même assez exceptionnel, etc. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, tu as l'air de faire plein de choses, et donc je me dis, ce qui doit avoir le plus de valeur, c'est ton temps. Moi, je vois la valeur de mon temps, c'est depuis que voilà, depuis que je fais YouTube, etc., ça a complètement explosé. 1 heure de mon temps, c'est déjà devenu voilà. Donc je te remercie évidemment d'être là. Et je me dis, mais pourquoi ce type qui fait des millions dans l'immobilier se casse la tête à faire du trading alors qu'en plus tu le dis toi-même, t'es pas très bon. Tout ça pour des rendements qui sont même pas forcément. Enfin, je veux dire, autant l'immobilier, tu as démontré que tu peux faire des millions, autant le trading, tu l'as peut-être pas encore démontré, même si je pense que c'est l'objectif. C'est incroyable. Est-ce que c'est parce que tu as vraiment une passion? Parce que tu as commencé par me dire j'adore ça, le trading aussi, comme le Monopoly. C'était vraiment un truc qui te prenait aux tripes? Ou quel est le raisonnement de te dire je vais prendre de mon temps qui est très cher et très rare pour faire du trading? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que je prends pas de mon temps. D'accord. Parce que justement, Ouais, ça j'utilise répond. un outil, j'utilise D'accord. un algorithme. Ouais. J'y passe à peu près 10 minutes par jour. D'accord. Donc ça, ok, super. Voilà. Donc ça, Donc là, d'ailleurs, j'ai setup ce matin. Au moment où on parle, l'algo est en train de trader. Il faudra que je regarde ce qu'elle est en train de faire. Donc voilà. Donc déjà, j'y prends pas de mon temps. Et deux, ce qui m'excite et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est les rendements justement qui sont vraiment très supérieurs. ok. Et pour moi, ça, c'est un investissement passif. C'est-à-dire que j'y mets 10 minutes par jour. Ouais. Euh, Avec un capital un peu conséquent, je génère quand même des revenus qui sont intéressants, qui fait que bah, c'est du free money, quoi, qui me permet de réinvestir, etc., etc. Et en plus de ça, et il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre par rapport aussi à l'articulation de mon patrimoine, c'est que une bonne partie de mon patrimoine est constituée de l'equity que je possède dans les diverses entreprises que je possède. Bien sûr. Et cet outil-là est édité, commercialisé, inventé, détenu par une de ces entreprises-là. Donc, il y a aussi cet effet qui me pousse forcément à m'y intéresser de plus en plus, à faire évoluer le truc, à faire grandir la communauté, parce que bah, c'est aussi une de mes boîtes, tout simplement. D'accord. Donc, tu vois, il y a aussi ça. Alors après, en effet, sur la partie m'afficher sur Internet, sur la chaîne YouTube par rapport au trading, C'était bah, ma tu question l'as juste après. dit. Ouais, je la sentais venir. Tu l'as dit, je suis plutôt connu pour l'immobilier et c'est difficile d'arriver et de dire, les gars, je suis spécialiste de tout, je sais tout faire. Et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Pourquoi? Parce que déjà dans la boîte, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi et parce que bah, tu peux pas être spécialiste de tout. Par contre, ça m'empêche pas d'avoir des résultats. Donc, si tu veux, je commence à en parler tout doucement, mais je vais pas me mettre en mode, je vais faire des formations de trading, etc. C'est hors de question. C'est une de mes entreprises. Je suis transparent avec ça, c'est-à-dire que j'apparais sur certaines vidéos, j'apparais sur le site, mais je suis pas mise en avant plus que ça, tu vois. Ok. Par contre, il y a Peut-être aussi une quelque chose deuxième qui chaîne YouTube. m'intéresse. Peut-être une deuxième chaîne YouTube différente. Il y a une deuxième chaîne YouTube. La chaîne YouTube existe d'ailleurs. J'ai quelques Ah, vidéos bah tu vois. dessus. D'accord. La chaîne YouTube existe. Elle s'appelle Will of Aria. Tu vois, je fais un petit coup de D'accord. pub. Bien sûr, vas-y, ouais, ouais, bien sûr. We Love Aria, voilà, très bien. Allez, Will of allez. Aria. La chaîne YouTube existe, mais si tu veux, je suis pas le protagoniste, le D'accord. seul, et voilà. Le but n'est pas que je devienne la star du trading parce que c'est pas le cas, tu vois. Par contre, je publie mes résultats, etc. J'ai des résultats qui sont corrects. On est assez transparent. Le milieu du trading, et puis il y a un truc qui est très touchy par rapport à l'immobilier. Si tu veux que je te discute plus en détail de cette boîte-là, le milieu du trading, il est très bizarre, très controversé. Tu vois, c'est un peu tabou.
Mais il y a aussi des gens qui se sont engouffrés dans la brèche. Au milieu de ces gens-là, il y a des gens qui sont pas très transparents. Tu vois. Enfin, c'est un milieu qui est un peu dark, tu vois, qui est très bizarre à appréhender. Donc, j'ai pas non plus super envie voilà, de me lancer à corps perdu dedans. Donc voilà. Tu préfères l'IMO que ce Je, milieu. Ouais. je scinde les choses. C'est pas que je préfère l'IMO, j'adore ça, mais en termes de purement branding, on va dire, de je me mets en avant sur Internet, je préfère pas être la tête de gondole là-dessus, tout simplement. Après, en off. Il y a aussi d'autres youtubeurs qui font du trading, donc c'est aussi un espace qui est assez. Ouais, tout à fait. Et puis on a des partenariats avec des gens qui font du trading, qui sont reconnus et qui eux en savent bien plus que moi. Ok, très cool. Il y a d'autres investissements que tu fais à part le trading? Je sais pas, de la crypto-monnaie, des tableaux d'art. Ouais, crypto, mais en mode long terme. J'ai un portefeuille crypto très très long termiste parce que je pense que c'est la seule façon de faire de la crypto, à moins d'être un exceptionnel trader. Mais encore une fois, je suis pas assez exceptionnel pour ça. Donc portefeuille long terme, buy and hold. Je suis rentré sur le marché 2016, puis plus fortement en 2017, avant les gros bull runs de fin 2017. Super. Je suis jamais sorti. J'avais un gros portefeuille fin 2017 pendant le gros bull run où je suis presque allé gratouiller 1 million, donc c'était intéressant. Ouais, et à l'époque, j'étais encore en France et je me voyais pas trop sortir avec la fiscalité de l'époque pour deux raisons. Parce que j'étais en France à l'époque. Hein. Et à l'époque, c'était même des BNC parce que t'étais à partir d'un certain montant, t'étais considéré professionnel, etc. Ça se rajoutait sur la tranche marginale. J'avais calculé, je sortais à quasiment 70% d'impôts. Donc, je suis pas sorti. Mais t'as bien fait. Voilà. Sur le long terme, ce sera bien. Sur le long terme, je pense que ça sera intéressant. Voilà. Cool. Donc, ok. Portefeuille long terme crypto. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, après, j'ai à l'ancienne, quoi. Un peu d'or par-ci, par-là, un peu de bourse, un peu d'actions, mais rien de plus spécial que ça. D'accord. Si, des montres. Ah, ouais, vas-y, dis-moi. Est-ce que c'est un investissement? Ouais, ça dépend. Je sais pas, les Rolex, je crois qu'elles montent de 2% par an tous les ans, non? Alors, c'est très controversé si tu veux. C'est-à-dire que pour moi, oui, c'est un actif et oui, c'est un investissement à condition de choisir les bons modèles. Parce qu'en effet, tu l'as dit, par exemple, le Rolex, il y a plein de modèles qui montent de 2, 3, 5, 10% par an, modèles introuvables, etc. Donc, moi, je considère pas ça comme un vrai actif. Je considère ça comme un non passif. C'est-à-dire que j'immobilise de l'argent qui, je sais que je vais pas perdre. Je sais que si je revends, je peux récupérer peut-être même un peu plus. Et je suis content parce que c'est aussi l'horlogerie et c'est aussi l'objet, quoi. Oui, c'est avant tout un kiff, si je comprends bien. C'est plutôt un kiff, mais c'est un kiff qui n'est pas un passif, tu vois. C'est mieux que la Ferrari. Oui, c'est mieux qu'une bagnole parce que la voiture, elle sort du concessionnaire, elle perd 30% de valeur les 10 premiers mètres. C'est quand même assez abusé. Ouais, et alors, tu as une marque préférée de montre si quelqu'un veut t'en envoyer une? Ah bah si quelqu'un veut m'en envoyer, c'est avec plaisir. À Dubaï, non, j'ai Rolex. Ouais, j'aime bien Rolex. J'aime bien Omega. J'ai une Omega aussi. Et j'adore Audemars Piguet. Je pense que ma prochaine, ça sera Audemars Piguet. Cool. Voilà. Génial. Ok, donc les montres. Et sinon, voilà, on a fait le tour à peu près de tes investissements. Ouais, on a fait le tour. Après, il n'y a rien de significatif. Génial. Bon, c'est intéressant. Merci. Alors, j'enchaîne. Donc, où est-ce que tu investis ton argent? Ça, c'est bon, on l'a fait. Ah oui. Alors, cette question-là, je l'aime beaucoup. On va te demander de faire appel à tes souvenirs. Est-ce que tu pourrais me dire quel est selon toi, enfin celui dont tu vas te rappeler, quel est selon toi le meilleur investissement que tu as fait de ta vie? Oh. Alors, dans quoi? Dans l'immobilier, tout. Dans ce que je veux. Ça peut être investir dans toi-même, ça a une réponse classique mais intéressante si tu nous racontes l'histoire. Ouais, j'imagine que c'est la réponse classique. Non, mais ça peut être ça. Hein, mais du coup, en effet, je pense que c'est une très bonne réponse, donc je vais te la donner, mais je vais me challenger pour t'en donner une autre, sinon c'est pas marrant. Ou ça peut être ta meilleure OP immobilière si tu veux nous raconter ça. Je sais pas. J'ai fait une très bonne OP. J'ai fait une très bonne OP qui était intéressante pour une raison, et je pense que c'est celle-là que je vais sélectionner. Dans l'immobilier, il y a plein de façons de faire de l'immobilier, il y a plein de façons de générer de l'argent, et notamment une qui s'appelle l'achat-revente, qui s'appelle le statut de marchand de biens, qui est un truc qui est très sexy, mais aussi très méconnu. Je lis des trucs sur Internet qu'on n'y que de tête. C'est un statut fiscal et social qui est assez borné, qui consiste à spéculer sur l'immobilier. C'est-à-dire que, un peu comme le trading, ton métier devient acheter et vendre de l'immobilier. Il y a plein de façons de le faire. Quand tu penses comme ça, en mode débutant, tu te dis, OK, qu'est-ce qui va être le plus rentable? Est-ce que j'achète un bien
Je le rénove super bien. Je fais vraiment quelque chose de coup de cœur pour mon acheteur futur. Il faut savoir qu'en général, on vise les gens en résidence principale, on va pas viser les investisseurs parce que on cherche à créer le coup de cœur, etc. Bien sûr. Et donc, quand tu es débutant, tu te dis ça. Et mes premières opérations d'achat-revente, je cherchais plutôt à faire ça, à rénover, à faire vraiment très beau, etc. Du coup, ça me prenait très longtemps. On immobilisait pardon, le bien longtemps. Du coup, plus de travaux, plus d'emmerdes, plus de risques, plus à emprunter à la banque, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte, et à l'OP à laquelle je pense, que il était aussi très simple et très intéressant et moins risqué et moins casse-gueule au niveau juridique, au niveau fiscal, au niveau des normes, parce qu'il faut savoir que quand tu es marchand, tu as un statut de professionnel de l'immobilier au même titre qu'un promoteur. Donc, tu dois aussi les mêmes normes, les mêmes assurances, les décennales, etc. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins chiant à l'époque de faire un aller-retour extrêmement simple. Ouais. Et l'OP à laquelle je pense, j'ai acheté une maison à un papy, alors à une succession, donc au fils et à la fille de ce papy-là qui était décédé. La maison était vraiment complètement dans son jus, mais tu sentais que petite maison de ville, possibilité, ça va être charmant quand ça sera fini, ça va être vraiment très bien, mais là c'est dégueulasse quoi. Tu vois, c'est peinture à fleurs de partout, etc. Ouais. Et encore une fois, il y avait deux solutions, soit je refais tout neuf, soit je revends tout de suite. On a décidé, je dis on parce qu'on était deux associés sur ce projet-là, de revendre tout de suite. Et on a C'est fait ça que tu une appelles super l'aller-retour. Hein. L'aller-retour, c'est que tu ne ouais, deviens pas marchand de aller-retour. biens, tu rénoves pas, tu achètes, tu vends, c'est ça, hein. Alors, tu es quand même marchand de biens D'accord. fiscalement, mais en effet, tu ne prends pas la tête à tout refaire. D'accord. Et on a fait l'aller-retour tout de suite et on a fait un x2 sur cette maison Waouh. qui était quand même super intéressant. On aurait peut-être fait plus avec les travaux, mais une fois que tu mettais tout dans la balance, le Ouais. temps, etc., c'était beaucoup moins rentable. Alors que là, en 4 mois, c'était réglé. C'est impressionnant, Donc, x2 sans toucher à la maison. Juste de l'avoir sans acheté au rien bon toucher. prix et de l'avoir. L'avoir acheté vraiment sous le marché. Hein. D'ailleurs, je sais Ouais. même pas comment on a pu acheter aussi peu cher. C'était vraiment très intéressant. Bravo. Et le truc, c'est que si tu veux, c'est à ce moment-là que ça m'a fait naître. Euh, tu connais la balance temps-argent. Bien Tout le sûr. monde la connaît. On dit voilà, faut que mon temps soit investi pour avoir le plus d'argent possible. Plus je mets de temps et plus il faut d'argent. Et il y a aussi la balance risque-rendement que tout le monde connaît. C'est-à-dire plus je prends de risques et plus je dois viser un rendement important parce qu'il faut que mon rendement compense mon risque. Ouais. Et moi, j'ai rajouté à ce moment-là un troisième plateau qui est l'emmerdement en fait. Donc tu as Ouais. le temps, argent, emmerdement. C'est-à-dire que, OK, il y a la balance temps-argent, il y a la balance risque-rendement, c'est super intéressant, mais aussi le facteur emmerdement. Ouais, Et c'est ça, clair. c'est quelque chose que je prends de plus en plus maintenant en compte dans mes investissements. Parce que Ça me plaît c'est beaucoup. très bien de viser des super plus-values, mais si tu t'emmerdes la vie au niveau juridique, fiscal, suivi, longueur, ça peut être plein de choses administratifs, finalement, tu es en train de grappiller ton temps, tu vois, et la balance est plus équilibrée. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, ça, c'est quelque chose d'intéressant, je pense. Et c'est un truc que tu as gardé du coup après. C'est un truc que j'ai gardé. Et maintenant, j'en parle souvent aux gens que je suis dans l'immobilier. Je dis attention, temps, argent, emmerdement, Ouais. risque, rendement, emmerdement. Je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, c'est moi aussi, je fais, comme je te disais tout à l'heure, un peu d'immobilier. Et effectivement, je pense que l'immobilier, c'est là où les emmerdements peuvent assez rapidement être les plus gros. J'en ai eu pas mal. Et effectivement, tu te dis, enfin moi, mon raisonnement, à un moment, il y a des moments où j'en avais tellement marre, quoi. Tu te dis, ouais, l'immobilier, c'est génial, ça rapporte énormément d'argent. Mais c'est vrai que les emmerdes que ça te crée. Alors, enfin, ça dépend. Alors, encore une fois, il ne faut pas faire de généralité sur l'immobilier en général. Il y a plein de façons de faire de l'immobilier, comme tu l'as rappelé. Mais l'immobilier un peu classique, tu fais tes travaux et tout. Oh, les emmerdes. Moi, je me suis tapé deux dégâts des eaux en même temps dans deux appartes, les assurances qui payent pas et tout. Tu te dis, putain, plus jamais, quoi. C'est un peu, Ouais, mais puis c'est la hyper, gestion des locataires, ouais, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose. Le risque, en fait, là-dedans, c'est si tu le découvres. Si tu es préparé, ça va, tu vois. ouais. Tu sais que là, il faut faire attention à ton locataire, etc. Tu sais que là, il y a possibilité d'avoir une fuite d'eau, mais si tu veux, tu as provisionné les sommes et tout, donc ça va. Le vrai emmerdement dans l'immobilier, c'est celui qui tombe dessus que tu n'as pas prévu. Ça, c'est chiant. C'est clair. Ah, et- Oui, les emmerdes font partie du jeu. C'est une façon que tu as de dire, ça, il faut s'y attendre. Mais c'est quand même des emmerdes. Comme des emmerdes. C'est Bon, quand bah, même des hyper emmerdes. intéressant. Donc ça, c'est ta meilleure OP. Mais c'est vrai que du coup, x2 sur ton argent en 4 mois, c'est assez extraordinaire. Bravo. C'est les Ouais, ouais, gens. c'est vraiment notre meilleur OP à l'époque. Et d'ailleurs, même, je pense toujours aujourd'hui, si on regarde en pourcentage de, Ouais, de gains, sans rien faire en tout cas. ouais, Parce c'est clair. qu'encore une fois, un x2 en rénovant complètement, etc., ça s'entend bien. Mais sans rien faire, c'est vraiment très cool. Et t'as pas du coup essayé de répéter ça en disant on va faire Ah, exactement bien la même sûr. chose? Ouais. Bien sûr que si. Ouais. J'essaye toujours de répéter encore aujourd'hui. D'accord. Et si, je fais encore certaines opérations quand j'ai l'occasion en aller-retour. D'accord. Mais j'ai pas retrouvé les mêmes rendements. Ouais.
Il faut aussi acheter au bon moment. Alors, on dit souvent que les successions, c'est des moments bien sûr très tristes pour les familles, mais c'est des hyper bonnes opportunités pour les acheteurs, parce que notamment, ils veulent se débarrasser rapidement du bien pour pouvoir diviser l'argent, etc. Est-ce que c'est un truc que tu Ouais. vises en particulier, du coup, les successions ou... C'est quelque chose que je regarde d'assez près. Et en effet, quand j'ai de bonnes relations avec un notaire, je lui demande de me tenir au courant de ses successions, parce que les notaires sont toujours les premiers informés des Ah oui. successions. Euh, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que en effet, comme tu le dis, il y a de bonnes affaires et là, en l'occurrence, c'en était une parce que les gens sont pressés, ils ont pas envie, ils sont pas dans le mood, ils sont même ouverts à la négociation. Souvent, en plus, les biens sont anciens, donc très facilement, tu peux justifier une décote. Ouais. Par contre, d'un autre côté, le double tranchant, c'est que qui dit succession dit souvent plusieurs personnes, dit indivision, dit des frères et sœurs, etc. Des trucs qui sont compliqués. Donc pareil, balance temps, argent, emmerdement. Ouais. J'ai eu affaire à des successions à 8 personnes, à 8 héritiers. T'as pas envie de négocier avec 8 héritiers parce que tu Ouais. en as toujours un qui est pas d'accord. Ça fait le ping-pong. Rien que pour signer les papiers, c'est Ouais. laisse tomber. Donc, D'accord. voilà, Donc les c'est à double tranchant. successions, oui, mais dans les familles de pas plus de 3 frères et sœurs. Ouais, attention. Non, mais oui, disons, si tu sens que ça va pas être trop chiant, mais ça peut vraiment être long et chiant. Ok, intéressant. Non, mais c'est très, ok, hyper intéressant. Alors, toujours donc dans l'idée de l'investissement. Là aussi, je vais te demander de faire travailler ta mémoire, de te reprojeter au Yann du début qui n'avait rien. Et ma question, c'est si tu avais 1 000 € dans ta poche, enfin sur ton compte, tu n'avais que 1 000 €, ton patrimoine il passe à 1 000 € et que tu partais de zéro. Tu n'avais pas tes business, tu n'avais pas tes biens immobiliers. Tu Mhm. étais Yann au début, Yann à la naissance, tu vois. Dans quoi tu investirais ces 1 000 € avec ce que tu sais aujourd'hui pour essayer d'aller le plus vite possible, te recréer un patrimoine, des business, etc. C'est une très bonne question, ça, c'est intéressant. Euh, alors, je vais encore esquiver là, dans moi-même, j'achète une formation parce que je pense que tout le monde répond ça. Non, pas Euh, forcément. Et puis en plus, moi, alors, je te donne le truc en disant c'est le Yann d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu sais tout ce que tu sais, mais tu n'es pas connu, tu as zéro, tu vois, t'as pas de patrimoine, tu peux pas faire de levier à la banque, etc., quoi. Donc investir en toi, enfin j'imagine que tu investis en toi aujourd'hui, mais je sais pas si les… ouais, tout à fait. Mais je pense que, tu sais, je pense que je ferais quand même de l'IMO parce Ouais, que c'est ce qui est le plus simple pour quelqu'un qui n'a pas d'argent. C'est-à-dire que, c'est est-ce vrai. que j'ai que 1 000 € et je suis au chômage ou est-ce que j'ai 1 000 € et je peux aller bosser chez McDo? Ah non, tu as le droit de faire… Oui, oui, tu as le droit d'aller bosser chez McDo, ouais, ouais, ouais. Ok, bah, je fais ça. Ouais, c'est Et intéressant. je me trouve un CDI très Ouais, rapidement, histoire de rassurer la banque. J'attends 3 mois, je mets un maximum d'argent de côté, je me fais des comptes sexy. Les 1 000 €, je les garde religieusement de d'accord. côté. Et puis je refais de l'IMO parce que c'est ça qui va me permettre de faire du levier rapidement. Et très vite, en effet, je fais rentrer la composante, je me forme. Mais si j'ai encore tout ce que je sais aujourd'hui, en fait, j'ai quand même moins un besoin urgent de Bah me ouais, former. c'est sûr. Donc, je pense que je fais de l'épargne parce que 1 000 €, c'est pas encore assez pour faire un investissement vraiment significatif. Tu vois, je vais aller mettre 1 000 € dans n'importe quoi, je vais récupérer 1050, donc ça va pas trop Ouais, m'intéresser. c'est clair. Je pense que je fais de l'IMO, je garde ça de côté, et puis pour parer aux imprévus et pour faire un levier plus rapide, pour avoir un petit peu plus l'air solide par rapport à la banque, et puis je repasse à l'action rapidement. C'est génial. Donc j'adore ta réponse. Ta réponse, c'est bah, j'ai pas besoin des 1 000 €, moi je peux repartir à 0 €. Le mec est trop Ah ouais. fort. C'est Non, mais génial. finalement, c'est l'avantage de l'IMO en fait. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, bien sûr. Ok, non, mais C'est c'est pour hyper ça que malin. voilà, Ouais, c'est aussi dis-moi. pour ça que je conseille aux gens, aux débutants, quand ils veulent se lancer à faire grossir leur patrimoine, de commencer par l'IMO. Et Ouais, c'est aussi ce qui m'a permis de le faire. Et c'est aussi le plus simple. C'est aussi le plus rapide. En France, on a plein de mauvais côtés, entre guillemets, administratifs, fiscaux, etc. On a aussi plein de beaux côtés. On est un des seuls pays à pouvoir emprunter à 110%. Ça n'existe ouais. pas ailleurs, hein. Aux États-Unis, c'est 20-30% d'apport. Dans plein de pays d'Europe, c'est la même chose. Faut quand même, tu vois, en France, on peut vraiment se lancer avec zéro Hmm. si on a une situation stable et qu'on sait présenter le truc au banquier. Ouais, c'est clair. Ok, donc avec les 1 000 balles, tu te payes des vacances et puis après, tu n'as pas besoin des 1 000 balles et tu continues. Ok, très cool. Ouais, je laisse de côté quand même. Je Ouais, sécurise le c'est bien. truc. Oui, t'as dit, j'ai vu, t'as été prudent. T'as dit, je les garde au cas où. Non, mais c'est bien, bravo. Ok, très cool. Bah ouais, hyper intéressant. Tac, tac, tac. Je regarde. Et ben écoute, il me reste une dernière question à te poser qui est pas sur l'investissement. Alors, c'est une question que Ok. j'ai complètement volée à Tim Ferriss qui pose pendant ses podcasts, mais je la trouve intéressante. La question est la suivante. Je l'aime beaucoup. C'est si tu avais un billboard géant, un grand panneau publicitaire en plein Paris ou en plein Dubaï ou n'importe où, qui va être vu par des milliers, des dizaines de milliers de personnes chaque jour. Qu'est-ce que tu écrirais dessus?
Hmm. À part, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça, c'est trop facile. C'est là que tu vois qu'il faut que je prépare les questions avant, hein. Ah, c'est toi qui m'as dit, on le fait comme ça, hein. Non, mais c'est mieux, c'est spontané. C'est très bien, c'est très, très bien. Qu'est-ce que j'écrirai là-dessus? Alors, je vais te passer encore une fois. Tu notes qu'à chaque fois, je choisis pas la réponse facile du truc. Donc là, je vais te passer encore une fois l'autopromo. Euh, je pense que, je pense que je recommanderais un bouquin. Ah ouais, pas mal. Ok. Ouais, je pense que je dirais genre, on a le droit de mettre des photos et tout. Tu vois, je pense que je ferais une pub en fait pour un Ouais. bouquin où je dirais, ce bouquin-là, faut le lire, ça va vous sortir de votre routine. Et Mais ce là, serait en quoi plus, le tu me parles de bouquin? En plein Paris, etc. Ça serait quoi le bouquin? Ça Ah va être bah la oui, question. forcément. Ça serait The Magic of Thinking Big. The Magic of Thinking Big D'accord, de, c'est de qui? Je de ne connais pas Schwartz. d'ailleurs. De Schwartz. Eugene Ok. Schwartz. Ah bah, je vais le Eugene lire. Schwartz. Formidable. Ah ouais, lis-le. C'est un bouquin. Tu vois qu'elle est bien cette question. C'est un Ah bah oui. bouquin de 1930 autour de Wow. ça. Je te dirais des conneries. 1920-1930. D'accord. Ça a pas pris une putain de ride. Trop C'est bien. magnifique. C'est un bouquin très orienté réussite personnelle, dev perso, finance, entrepreneuriat, patrimoine. Et en gros, le mec t'explique comment t'es un putain de loser et qu'il faut penser plus gros. Et à partir du moment où tu vas commencer à penser plus gros, et bien sûr, il t'explique comment le faire, tu vas être meilleur dans ta vie. Parce que loi de l'attraction, parce que tout ce qu'on connaît, tu vois, parce que forcément, quand je me mets des gros objectifs, quand je me découpe mes tâches, etc., je vais aller beaucoup mieux. Et il transpose ça dans tous les domaines et la façon de penser, et la façon de parler à ton patron, et la façon de t'habiller, et la façon, ce que tu lis, comment tu passes ton temps libre, etc., etc., etc. C'est vraiment très bien. Je pense que d'ailleurs, franchement, ouais, bah, je ferais ça. J'écrirais, putain, lisez The Magic of Thinking Big de Eugene Schwartz. Génial, j'adore. Ah bah, c'est top. Alors, je retiens plusieurs trucs de ta réponse. Déjà, c'est pas la première fois que tu nous parles de lire. Tu en as parlé plusieurs fois et ça, j'adore. Moi, je suis devenu un grand lecteur. Je l'étais pas quand j'étais gamin. Je détestais lire et j'adore vraiment lire maintenant. Et je trouve, enfin, je suis d'accord avec toi. Pour réussir, il faut lire. Tous les gens qui disent je veux réussir, qui lisent pas, déjà commencent par lire. Donc ça, j'adore. Et c'est vrai qu'on lit des choses assez extraordinaires. J'aime bien que tu m'aies pas répondu Rich Dad Poor Dad parce que bon, c'est un peu voilà. Ouais, non, c'est bon, ça on arrête, faut arrêter. Non, mais c'est bien, mais voilà, c'est intéressant. Et puis, moi, ça me fait penser à un truc que j'avais toujours vu aussi, c'est qu'il disait que finalement, les gens qui avaient une petite ambition, bah, c'était plus difficile de réussir parce que c'était assez crowded. Il y avait beaucoup de monde qui avait les mêmes genres d'ambition que toi, genre, je lisais ça, je fais ma startup et je lève 500 000 euros, tu vois. Et il disait les gens qui ont des ambitions de malade, ils disent, mais moi, je fais ma startup, mais je commence par lever 10 millions d'euros. Et ils disent, en fait, finalement, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a personne. Alors les gens, ils osent pas parce qu'ils se mettent des propres limites, tu vois, des croyances limitantes eux-mêmes, etc. Mais si tu vas tout de suite taper très haut, alors j'ai pas lu le bouquin, mais c'est un peu ce que ça m'inspire. Et ben finalement, tu as peut-être plus de chances d'y arriver parce que voilà, il y a moins de concurrence, etc. Ben, ça me plaît beaucoup. Je vais le lire. Je te dirai ce que j'en ai pensé. Ouais, franchement, je pense que tu vas l'adorer et c'est bien, c'est génial le point que tu soulèves. On a un vrai problème dans la société actuelle. Alors, je fais le vieux réac, tu sais, on a un vrai problème dans la société actuelle. Mais je pense que si tu veux être entrepreneur, etc., vraiment, il faut t'empêcher de viser petit. Ouais. Là, je te parlais de certaines de nos entreprises, etc. Nous, on est un groupe, donc on est organisé holding et groupe de sociétés. On a 12 marques et sociétés actuellement. On vise une putain de licorne, tu vois. C'est-à-dire que sur un malentendu, on fera peut-être que 100 millions, mais Ouais, c'est on ça. vise un putain de milliard. Parce Ouais. que si tu vises trop petit, et il y a Grant Cardone aussi qui est connu pour ça avec son 10X, il Mm. t'explique de viser 10 fois sur ton chiffre d'affaires, sur tout, sur ta santé, sur ce que tu veux, pour peut-être tu auras 2, 3, 5 fois, et ça se trouve sur un malentendu, tu as 10 fois. Mais il faut viser beaucoup plus haut parce que encore une fois, si tu vas à la guerre sans plan, si tu cherches à monter une maison sans plan, ça marche pas. Donc, il faut un plan au départ, un plan bien gros, bien sympa. Et sur le chemin, même si tu te rates, les 1, 2, 3, les premières étapes de ton plan, bah, vu que tu visais quand même très haut, il y a des chances qu'elles aient été importantes pour toi, qu'elles t'aient fait avancer. C'est clair. Donc, voilà, c'est toutes ces problématiques qui sont dans ce bouquin. Ouais, bah j'adore. Mais c'est vrai que, et alors je pense, alors là pour le coup, tu disais en France, on a plein d'avantages, on a le truc à 110%. Je pense que c'est aussi assez français de pas viser trop haut. Tu vois, les Américains, ils ont pas ce problème. Les mecs, ils disent, moi, je vais conquérir le monde entier avec mes taxis demain, quoi. Et il l'a fait, quoi. Et c'est vrai que les ricains sont un peu plus comme ça. Et c'est vrai que nous, les Et Français, on tu pense sais un que peu ça vient plus. de Paris, Beurre, t'es au courant? Ouais, ouais, ouais. Enfin, il a eu l'idée au Il a eu salon l'idée à là, Paris. au salon de Loïc Lemer. Là. Ouais, ouais. Il pleuvait et il s'est dit, putain, il me Et il faut une trouvait appli. pas de taxi. Ouais, Ouais, il trouvait pas de taxi, incroyable. il a dit, il faut une appli, quoi. C'est C'est quand même dingue. fou. Complètement fou. Ouais. Ouais, ouais. Et ils étaient tous les deux, c'est Travis Kalanick et Loïc Lemer.
qui sortent. Ça s'appelait le web, je sais pas, ce truc-là. Le Ouais. salon. Ouais, c'est complètement fou, cette histoire. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que les Français, on est un peu en mode. Mais déjà, moi, tu vois, donc moi, je suis dans les startups, c'est mon quotidien. Et c'est vrai que moi, c'est un reproche énorme que je leur fais. Je le disais l'autre jour, on me demandait un de mes critères, c'est les startups françaises, elles visent que la France. Tu dis, mais attends, on est à l'ère d'Internet, tu vises 60 millions alors que tu pourrais viser 7 milliards. C'est un peu con, quoi. Enfin, Je suis extrêmement d'accord avec toi. Et pour avoir plusieurs boîtes, dont certaines qui sont extrêmement franco-françaises, dont la partie immobilière ou eh oui. pas spécialiste de l'immobilier aux États-Unis, donc tu vois, je peux pas enseigner sur les États-Unis. Et d'autres sociétés comme par exemple le trading, qui sont mondiales et qui sont vouées à se développer de plus en plus. Bah forcément, quand on fait les projections, rien que ça, laisse Ouais. tomber. Ça, il n'y a aucune commune mesure sur les projections de chiffre d'affaires, les projections de croissance, les projections de nombre de salariés, aussi les rachats potentiels, les levées de fonds, etc. Donc, en effet, dans les critères du bon business, je pense que si tu veux aller loin et vite, qu'il soit internationalisable dans toutes les langues, c'est important. Et donc, la conclusion de ça, c'est que toi et moi, on doit aller créer des chaînes YouTube en anglais, en fait. On n'a rien compris, puisqu'on fait des chaînes YouTube en français. Donc, Ah, tu sais que c'est un challenge que j'ai vraiment dans un coin de ma tête, mais qui me fait flipper un truc de malade. En fait, c'est compliqué, hein? bah ouais. Tu sais que j'ai même pensé à un concept de m'appeler genre French guy ou je sais pas quoi, parce que c'est très compliqué quand même. C'est-à-dire que si tu le joues pas, si tu veux te la jouer, je suis un Américain parmi les autres, c'est mort, ça marchera pas, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'il faut chercher à se diversifier en assumant énormément d'avoir un accent de merde éventuellement, et ça peut Oui. fonctionner. Voilà, je pense Mais que c'est ce que j'allais dire. Je pense que t'as pas besoin de t'appeler French Guy. À mon avis, tu ouvres la bouche et ils vont comprendre que tu es français, hein. ouais, c'est ça. Ouais, mais faut limite le surjouer, tu vois. Ouais. Enfin, c'est voilà. Mais bon, Tu fais ça avec un béret et une baguette. Non, tu as vu que Olivier Roland, par exemple, il a créé sa chaîne en anglais. ouais, ouais, j'ai Je vu. crois pas qu'elle décolle, mais c'est vrai que c'est intéressant pour nous les Français, enfin, ceux qui ont du succès. Moi, je m'inclus pas, mais Olivier Roland, toi, de se dire effectivement, est-ce qu'il y a une deuxième partie internationale? Bon, bah, Mais ce c'est qui est bien intéressant. aussi Ouais. avec tout cet écosystème qui gravite autour de moi et pour lequel je suis pas connu, et c'est aussi intéressant, tu vois, c'est que ça me permet de faire toutes ces expériences dans Ouais, mon coin tranquillement. c'est vrai. Et d'ailleurs, tu vois, par rapport à la chaîne YouTube, c'est quelque chose que je pense quand même faire arriver. C'est-à-dire que là, je parle en effet beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immobilier petit à petit, et suivant encore une fois quand les gens regarderont cette vidéo, je vais faire rentrer un petit peu plus de choses qui m'intéressent. J'ai un podcast que j'avais lancé au début, un podcast audio pour me défouler, tu vois, où je me suis dit, vas-y, sur la chaîne, je parle que d'IMO. Ça me saoule un peu, enfin, ça me saoule pas, mais tu vois, Ouais, au j'aimerais bout d'un bien parler moment, au d'autres bout des choses. années, tu te dis, ouais, bien sûr. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, j'ai créé ce podcast où je parle vraiment, mais je pars en live complet. Et je parle d'entrepreneuriat, je parle de marketing, je parle de mindset, etc., etc., de dev perso. Et du coup, ça marche plutôt pas mal. Et ça a pris un peu malgré moi. Et je pense que je vais quand même transposer tout doucement la chaîne YouTube où je vais faire des sections. Et j'ai vraiment envie de parler d'entrepreneuriat, tu vois. Et regarde, on fait une interview où on parle quasiment pas d'IMO finalement. Ouais. Euh, et tu vois, je pense qu'il y a des choses à aller chercher aussi là-dedans, quoi. Moi, je suis d'accord. Moi, sur ma chaîne, alors, elle n'a pas le succès du tout que ta chaîne a, mais moi, je parle de plein de sujets différents. Je mixe les genres. Alors, j'ai trouvé une trame commune en disant c'est l'investissement. Et puis, en fait, après, j'ai voulu rajouter le business. Et donc, j'ai dit que c'était l'indépendance financière. Donc, investissement plus business. Mais tu vois, et puis je fais des interviews où on peut, tu vois. Je pense que tu peux. Vas-y, lance-toi. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir le reste. Ouais, ouais, je pense que tu peux tout à fait. Alors, tu verras que comme la majorité de ton audience, ils sont 100% IMO, quand tu vas faire d'autres sujets, tu auras moins de vues. En tout cas au Ouais, départ. c'est sûr. Mais ça, c'est pas grave. Si c'est ce que tu as envie de faire, tu vois, c'est pas un problème. Ouais. Cool. Bon, bah, j'ai hâte de voir ça. Voilà. Si tu regardes cette vidéo plus tard, eh ben, tu verras. Ça se trouve, il y aura Yann déjà ça sur Olivier, ma chaîne. voilà, vous en aurez entendu parler chez Léonis Investissement en premier. Trop cool. Écoute, merci Yann. Vraiment hyper, hyper intéressant Merci à d'échanger toi. avec toi. Très, très cool. Pour terminer, tu voulais. Je crois que tu as un événement qui arrive, c'est ça? Ouais, l'actu en cours, l'actu en Voilà. cours. J'ai un événement qui arrive en effet. Ça s'appelle le BIF, Business Immobilier Finance Festival. Et tu vois, c'est marrant, ça mixe tout ça. J'adore le nom, le BIF. C'est tellement drôle. D'avoir Non, trouvé. le BIF, Soi-disant, c'est des initiales. Ouais, c'est ça, ouais. franchement, on l'a trouvé par hasard. On voulait parler Trop de bien. business, d'immobilier et de finance. On a dit, tiens, ça fait BIF. C'est génial. Euh, et on a mis cette dimension festival. Ouais. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de faire un séminaire comme les gens connaissent, mais avec une ambiance un peu plus festival, avec un extérieur, avec une appli de réseautage. Parce que le problème, tu sais, dans les événements, là, on attend entre 5 et 700 personnes.
Dans un événement comme ça, sur 2 jours, c'est physiquement impossible de parler à tout le monde. Ouais, c'est clair. Donc, on fait rentrer des composantes. Là, il y a une appli de rencontre, comme Tinder, sauf que c'est pas le Tinder pour se rencontrer, c'est le Tinder pour rencontrer des associés, où tu vas compléter ton profil et tu vas pouvoir trouver les bonnes personnes dans ce festival-là, te regrouper dans un endroit spécial, etc., etc. Il y a des animations, il y a plein de choses. Et on va pas parler que d'immobilier. On va parler d'immobilier, on va parler de business. D'ailleurs, tu es le bienvenu si t'es libre. On va parler de business, on va parler de start-up, on va parler de finance, donc de trading, de plein de façons. On a des gens qui viennent au niveau des speakers parler de private equity, donc l'investissement dans les sociétés, tu connais ça, l'investissement dans des sociétés qui ne sont pas cotées justement, dans des startups, etc. Donc ça peut être des sociétés un petit peu plus avancées. On a des gens qui viennent parler d'immobilier à l'international. On a du légal. On a plein de choses. C'est les 8 et 9 juin à Nice. 8 C'est et pas 9 à Paris pour une fois. Ouais. Ouais. Bah, trop bien. Ce sera plus sympa à Nice qu'à Paris. Complètement plus sympa. Toi, maintenant que tu es à Dubaï, Paris, tu peux plus supporter. Il te faut la plage, le soleil. C'est ça. Si j'ai pas au moins la plage et le soleil, ça va pas. C'est un vendredi, samedi. Non, c'est un samedi et dimanche. Et ce qui est important de souligner, c'est que le lundi est férié. Et ça, c'est super important parce que j'enchaîne avec un conseil. Quand tu vas dans un événement, il faut rester après l'événement. Ouais. C'est là. Ah, j'ai perdu l'audio. Allô. Ah, on a perdu Yann. On a perdu Yann en direct. Ça va revenir. Yann, est-ce que tu m'entends? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On a perdu Yann, les amis. Ça, c'est complètement extraordinaire. Alors, est-ce que c'est parce que mon disque dur est plein? Non. Yann, tu m'entends? Ouais. Ah, c'est revenu. C'est bon? Yes. Tu peux remettre les écouteurs, je pense. Hein, c'était Internet, c'est le VPN. Non, mais en fait, c'est mes écouteurs qui ont plus de batterie. Ah, ok. Mais j'avais plus la vidéo non plus. J'avais plus rien. Ok. C'est pas grave. Je couperai au montage. Si tu veux reprendre où tu en étais. Donc, on a été coupé. On est là. On est revenu. Donc, dans un événement, tu disais qu'il faut rester le jour d'après. Parce que c'est là qu'on fait les rencontres. Ouais, ce que je suis en train de dire, c'est que là, c'était samedi, dimanche, le lundi est férié. Ouais. Ça permet aux gens de rester le soir. Et en effet, le conseil, c'est quand tu vas dans un événement, peu importe d'ailleurs que le jour d'après soit férié ou pas, reste. Parce que c'est là que tu rencontres les gens, c'est là que tu network. Moi, mes associés actuels, avec qui je partage quand même toutes mes boîtes aujourd'hui, on est quand même vachement bien mariés, sauf certains trucs dans l'IMO. On s'est rencontrés dans un événement. J'en ai rencontré un qui m'a présenté un autre, et puis on s'est rencontrés tous ensemble, et puis ça pouvait matcher, etc. J'ai rencontré plein de gens avec qui aujourd'hui j'ai des partenariats. Ça peut être des fiscalistes, ça peut être des gens dans les travaux, etc. Soit dans des événements, soit par réseautage avec des gens que j'ai rencontrés à l'événement, qui m'ont ping-pongé des gens, etc. Vraiment, la valeur ajoutée d'un événement, au-delà de ce qui se passe sur scène, qui est quand même super important, et c'est aussi ce qui se passe après et pendant les pauses et le soir, etc. C'est clair. Ouais, c'est hyper important. Tout le monde dit, moi je fais un certain nombre d'événements et l'événement c'est important, mais le plus important c'est le soir, le networking, aller boire un verre, rencontrer les gens, etc. Et donc tes associés, tu les as rencontrés à des événements? J'en ai rencontré un qui m'a présenté tout le monde. C'est ouf. Incroyable. Ouais, donc comme quoi, OK. Donc le 8 et 9 ou si c'est 7 ou 8 8 et 9 juin, samedi 8, dimanche 9 juin 2019 à Nice, à l'Acropolis. Voilà, et ça s'appelle le BIF. Je vais mettre le lien dans la description juste en dessous. Allez vous inscrire, ça va être très très cool. Voilà, donc ça c'est l'instant pub, mais c'est important de le dire. Et écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions. Merci beaucoup d'être venu, vraiment très très cool. Est-ce que tu veux, je te laisse le mot de la fin si tu veux terminer sur un truc. Le mot de la fin, franchement, je vais garder ce que tu as dit. Il faut lire, vraiment. Ouais. Je pense que les meilleures choses qui me sont arrivées en termes d'augmentation de mon mindset, de mon mental, de mes résultats et même des idées business, des idées marketing, beaucoup aussi, dans les bouquins. Et notamment dans les biographies, les autobiographies, parce que tu vois, il y a plein de biographies qui sont bien, genre la biographie de Richard Branson, Schwarzenegger, etc., où tu les vois partir de zéro et ils t'expliquent non pas que ce qu'ils ont fait, mais aussi le schéma de pensée, ce qui te donne plein d'idées. Et voilà, c'est super inspirant. Donc, lire des bouquins qui ne soient pas des romans, mais des bouquins pratiques. Donc, soit des bouquins qui t'apprennent un truc, soit des biographies, des autobiographies de gens qui t'inspirent. Je pense que voilà, ça sera le mot de la fin. C'est génial, ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir parce que je suis tout à fait d'accord. Effectivement, comprendre le mindset des gens qui ont réussi, c'est finalement plus important que de comprendre ce qu'ils ont fait. Tu ne pourras pas refaire la même chose, mais si tu as leur mindset, voilà. Et j'en profite pour donner un petit tips
Comme je le disais tout à l'heure, moi, je détestais lire. Et il y a un truc qui m'a beaucoup aidé si vous n'arrivez pas à lire, comme ça, parce que tu dis, il y a des gens qui vont se dire, ah ouais, mais Yann, t'as raison, mais moi, je n'arrive pas à lire. Moi, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à me concentrer, machin et tout. J'ai commencé par les livres audio. J'ai commencé par Audible, où je me suis abonné. Et c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez écouter même en vitesse x 1,5, ce qui devient, ça fait hyper dynamique. Donc voilà, tu es obligé d'être concentré. Et j'ai fait 1 an ou 2 où je faisais que du Audible. Je pouvais toujours pas ouvrir un bouquin. Et maintenant, et grâce à Audible, j'ai réussi à me remettre à lire sur du papier. Et donc maintenant, je fais à peu près moitié-moitié. Mais je lis beaucoup de bouquins papier. Et non seulement j'y arrive, mais maintenant, je prends beaucoup de plaisir à lire, alors qu'avant, j'en étais incapable. Donc ça m'a un peu débloqué Audible. Donc je vous le donne si vous êtes bloqué sur la lecture. Ouais, c'est une très bonne recommandation. En voiture, notamment, Audible, c'est très simple. En faisant du sport, c'est très simple. Mais tu sais, la lecture, c'est exactement comme le sport. C'est juste une routine. C'est un muscle, hein. Et quand tu te rends compte que tu commences à lire, quand tu n'as jamais lu, mais moi aussi, hein, on est tous passés par là. Parce que, pourquoi? Parce qu'au collège, parce qu'au lycée, on nous faisait lire des trucs pourris. Merde, Donc, ouais. notre cerveau, il a bloqué livre égal, c'est nul. Non. Ouais, c'est clair. En fait, quand tu commences et que tu apprécies pour la première fois un bouquin, que tu apprends des trucs, que tu es retourné, et c'est pour ça, lis The Magic of Thinking en premier, ça va te. Voilà. Si tu lis pas, toi qui me regardes, après, tu tombes dedans, ça devient une drogue. C'est-à-dire que ça y est, ton cerveau, il assimile le truc comme un truc bien et tu peux plus t'arrêter de lire, quoi, limite. Donc, faut pas avoir peur de ça au début. Trop cool. Bon, bah là, si après cette vidéo, vous n'êtes pas pumped up pour aller lire, changer votre mental, aller investir, c'est qu'il y a un problème. Il faut vous la regarder du début. Merci Yann 1000 fois pour ton temps. Merci à toi de nous avoir regardé jusqu'au bout. Si tu es encore avec nous, bah, on a passé un chouette moment ensemble. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est vraiment le moment de le faire, évidemment. Regarde dans la description, il y a donc le lien de Yann et puis il y a tout ce que moi je fais, l'investissement, etc. Il y a plein de choses très, très intéressantes. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, la suivante, tu peux regarder une autre vidéo qui va apparaître quelque part sur l'écran. Comme je ne suis pas au même endroit, je ne sais pas, mais tu vas la trouver. Ciao! Salut!